J'ai toujours aimé m'occuper des enfants, surtout ceux des Folston. Leur maison était moderne et élégante, rien à voir avec la vieille maison bruyante de ma famille, où chaque coup de vent dehors sonnait comme un fantôme essayant d'entrer. Non, la maison des Folston avait de lourdes portes épaisses, des murs d'un blanc impeccable et des caméras de sécurité de haute technologie à chaque coin. On s'y sentait vraiment en sécurité. De plus, leurs 2 enfants, Bentley et Madison, étaient très faciles à garder. Bentley avait 6 ans, silencieux pour son âge, avec ses grands yeux observateurs. Madison avait 4 ans, elle était vive et cherchait toujours mon attention, comme si elle n'avait jamais été ignorée de sa vie. Je les avais déjà gardés des dizaines et des dizaines de fois auparavant, alors quand Madame Falston m'a proposé de payer le double pour travailler à Halloween, je n'ai pas hésité. Au début, j'allais dire non. J'avais des plans avec mes amis pour aller à une fête, mais quand Madame Falston a mentionné qu'il paierait le double, j'ai pensé « pourquoi pas ?» L'argent pourrait couvrir certaines choses que j'avais repérées en ligne, et après tout, ce n'était que Halloween. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Quand je suis arrivé chez eux, l'air était légèrement frais et le quartier était rempli d'enfants déguisés qui couraient de porte en porte avec leurs sacs tendus pour recevoir des bonbons. La maison des Folston avait son aspect festif habituel, avec des citrouilles sur le porche, quelques fausses toiles d'araignée dans les buissons et bien sûr un squelette en plastique accroché à l'arbre dans le jardin de devant. Les enfants étaient déjà excités dans leurs costumes de super-héros. Bentley était déguisé en Iron Man et Madison portait un costume moelleux de licorne rose avec une corne brillante. « Surveille-les simplement et essaie de ne pas les laisser manger trop de bonbons », dit M. Falston avec un sourire, ajustant sa cape de vampire noir avant de partir avec sa femme. Je crois qu'ils allaient à une grande fête costumée en centre-ville et ils ont dit qu'ils ne reviendraient que tard dans la nuit. « Nous appellerons pour voir comment ça se passe », ajouta Madame Falston en envoyant un baiser aux enfants avant que tous 2 ne disparaissent dans la nuit. Il ne restait que moi, Bentley, Madison et un seau plein de bonbons. Nous avons passé la première partie de la soirée à faire du porte-à-porte dans le quartier. Les enfants étaient ravis, courant de maison en maison en criant « des bonbons ou un sort » à plein poumon. Toutes les quelques minutes, je devais leur rappeler de ne pas courir trop loin ou de les arrêter pour qu'ils ne dévorent pas trop de bonbons. C'était un bon moment, mais aussi épuisant. Pendant tout ce temps, j'ai gardé un œil sur cet homme étrange que j'avais remarqué auparavant. Il ne portait pas de déguisement, seulement une vieille veste usée et un jean. Mais je ne sais pas, il y avait quelque chose dans sa façon de bouger qui avait capté mon attention. Il rôdait au bord du trottoir, observant les enfants. J'ai essayé de l'ignorer. Beaucoup de parents se promènent pendant la nuit d'Halloween, peut-être attendaient-ils ces enfants. Néanmoins, nous l'avons croisé plusieurs fois, et je ne l'ai jamais vu avec un enfant. Le manque d'enfants et de costumes était un gros signal d'alerte pour moi, et avec son expression de dégoût, c'était comme avoir un inconnu qui déambulait dans le quartier. Quand nous sommes revenus à la maison des Folston, quelque chose semblait étrange. Cet homme s'était insinué dans ma tête, et le fait qu'il ait simplement disparu après l'avoir vu quelques fois me faisait encore plus peur. La première chose étrange s'est produite alors que nous distribuions des bonbons. Les enfants et moi regardions Hocus Pocus, tous assis près de la porte d'entrée avec le bol de bonbons prêt pour le prochain groupe d'enfants. Quelques coups et des cris de « des bonbons » ou un sort. Je distribuais les bonbons comme une horloge, mais ensuite, il y a eu un coup plus fort que les autres, presque comme s'il était impatient, comme si quelqu'un frappait à la porte avec le poing et ne se contentait pas de toquer. J'ai ouvert la porte, m'attendant à voir un groupe d'enfants, mais c'était lui. Le même homme qu'avant, ses cheveux plaqués contre sa tête par la sueur et ses yeux vitreux, comme s'il n'avait pas dormi du tout. Il est resté là, à me regarder, respirant lourdement, sans dire un mot. Pas d'enfant, pas de déguisement. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Puis-je vous aider ? demandai-je. Il murmura quelque chose, mais c'était trop bas pour que je comprenne. Pardon ? dis-je, attrapant le cadre de la porte, prête à la refermer sur lui. Il marmonna à nouveau, puis se retourna et s'éloigna, disparaissant dans l'ombre. Je fermai la porte d'un coup sec et la verrouillai immédiatement, tournant le verrou jusqu'à entendre le déclic, même si cela ne me rassura pas du tout. La maison paraissait maintenant plus froide, plus sombre. Je vérifiai par la fenêtre, scrutant le jardin, mais je ne le voyais plus. « C'était qui ?» demanda Madison. « Personne, ne t'inquiète pas. Il est l'heure d'aller au lit, dis-je. »« Mais le film n'est pas terminé !» cria Bentley. Nous nous disputâmes un peu, mais ils cédèrent finalement.
retirèrent leurs costumes et commencèrent à se préparer pour aller se coucher. Je leur dis qu'ils pouvaient rester éveillés un peu plus longtemps, mais seulement s'ils restèrent dans leur chambre, ainsi je saurais qu'ils étaient en sécurité. J'essayais de me calmer, me disant que ce n'était probablement qu'un type bizarre qui essayait de me faire peur pour Halloween. Mais juste quand je commençais à me détendre, il y eut un autre coup. Cette fois-ci, cela venait de la porte arrière. Mon estomac se noua. Je n'avais entendu personne faire le tour de la maison, et la porte arrière donnait sur la cuisine, qui menait au jardin. Personne ne devait être là. Ce n'était pas un endroit où les enfants viendraient demander des bonbons, même pas dans leur radar. Je pris mon téléphone et me dirigeai vers la cuisine, le cœur battant à tout rompre. Les coups étaient réguliers et délibérés, comme si la personne voulait que je sache qu'elle attendait. Je m'approchai furtivement de la porte et jetai un coup d'œil à travers les stores. Rien. Personne. Le jardin était vide. Les coups avaient été si forts, si clairs, qu'il devait y avoir quelqu'un. Je verrouillai rapidement la porte arrière, m'assurant qu'elle était bien fermée, puis je reculai, les poils de ma nuque hérissés. J'appelai les Falston, mes mains tremblant en composant le numéro. Quand Madame Falston répondit, sa voix était calme et joyeuse, comme si tout allait bien dans le monde. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, manifestement distraite par le bruit de la fête en arrière-plan. « Oui, bredouillai-je. Il y a un homme. Il a frappé à la porte tout à l'heure, et maintenant je crois que c'était lui qui frappait aussi à la porte arrière. Mais je ne vois personne. »« Oh, ce sont probablement juste des enfants qui jouent, » dit-elle avec désinvolture. « Tu sais comment c'est Halloween. Les gens adorent faire des farces. Ne t'inquiète pas, nous serons là dans 1 heure. 1 heure. Cela me semblait une éternité. D'accord, dis-je, même si je n'étais pas convaincu. S'il vous plaît, faites vite. Je raccrochai et essayai de me débarrasser de la peur. Mais les coups reprirent, cette fois plus forts, plus agressifs, presque comme si quelqu'un frappait la porte. Les enfants, je devais m'assurer qu'ils allèrent bien. Je montai les escaliers en courant, essayant de faire le moins de bruit possible, et jetai un coup d'œil aux chambres de Bentley et Madison. Ils allèrent bien, riant en regardant la télévision, complètement inconscients de ce qui se passait. Je fermai la porte avec précaution, essayant de ne pas les déranger. Je retournai dans le salon et me mis à faire les 100 pas, regardant l'horloge. Chaque craquement, chaque coup de vent dehors me faisait sursauter. Puis, il y eut un autre coup à la porte, cette fois plus doux, presque poli. Je m'approchai de la fenêtre et jetai un coup d'œil à travers les rideaux. C'était M. Moore, le voisin, avec ses 2 enfants déguisés. Un grand soulagement m'envahit lorsque j'ouvris la porte. « Bonsoir, des bonbons ou un sort ?» dit M. Moore, en tendant une citrouille en plastique pour les friandises. Je donnai quelques bonbons à ses enfants, mais il ne semblait pas pressé de partir. Il regarda vers la maison et me lança un regard étrange. « Je suis surpris de te voir ici, honnêtement, » dit-il. « Que voulez-vous dire ?» demandai-je, confuse. « Eh bien, nous sommes passés ici tout à l'heure et avons vu M. Falston dans son bureau. Je pensais qu'il était à la maison. » Mon cœur fit un bond. « Comment ?» demandai-je, en essayant de garder ma voix ferme. « M. Falston n'est pas à la maison. Lui et Madame Falston sont à une fête. » Le sourire de M. Moore disparut, remplacé par une expression d'inquiétude. « Tu es sûr ? Parce que je suis certain d'avoir vu quelqu'un debout dans son bureau, juste à travers la fenêtre. Un grand type. Je pensais que c'était lui. » À peine eut-il dit cela que nous entendîmes un craquement venant d'en haut, ce genre de son que font les vieilles planches de bois lorsqu'on marche dessus. « Il y a quelqu'un là-haut, » murmurai-je, ma voix à peine audible. Les yeux de M. Moore s'écarquillèrent. « Sors de la maison maintenant. » Il sortit son téléphone et commença à appeler la police. « Je vais vérifier, » dit-il, me poussant avant que je puisse l'arrêter. « Non, attendez, » tentai-je de saisir son bras, mais il était déjà à mi-chemin dans les escaliers. Je restai là, figé, écoutant simplement les bruits des pas lourds de M. Moore qui résonnaient au 2e étage. Puis, un long étendu silence. « Allô ?» appela M. Moore. « Qui est là-haut ? Rien. » Je l'entendais se déplacer, ouvrant des portes et fouillant les pièces. Puis, soudainement, un fracas, suivi de cris. « Sors d'ici !» entendis-je, avec des bruits de lutte et de meubles renversés. Ensuite, des bruits de pas dévalant rapidement les escaliers. Je bougeai immédiatement et courus vers la chambre des enfants, les poussai dans le couloir, et nous retrouvâmes les enfants de M. Moore près de la porte d'entrée. Nous nous dirigeâmes tous vers le jardin avant.
Monsieur Moore était toujours à l'intérieur de la maison, luttant en haut des escaliers avec la personne qui se trouvait là-dedans. Je l'entendis parler et réalisai qu'il était probablement en train de parler à la police au téléphone. Ses enfants commencèrent à paniquer, alors je fis de mon mieux pour les calmer pendant que leur père gérait la situation à l'intérieur. Je dirais qu'environ 5 secondes plus tard, une voiture de police arriva par la route et se gara juste devant la maison. À ce moment-là, Monsieur Moore sortit en courant de la maison, prit ses enfants, et nous nous éloignâmes un peu plus de la maison pendant que la police entrait. Il y avait 2 agents, les armes dégainées, et des lampes torches éclairant l'intérieur de la maison. Ils montèrent rapidement au 2e étage, et en quelques minutes, ils l'avaient retrouvé. Le même homme qui avait frappé à la porte plus tôt. Son apparence négligée était encore pire de près, ses yeux exorbités, comme ceux d'un animal acculé. Je le regardais avec horreur pendant qu'il le traînait hors de la maison, ses vêtements sales tachés de quelque chose de sombre et humide. Plus tard, nous découvrîmes qu'il s'était introduit dans la maison pendant que nous regardions le film. Il avait dû nous suivre jusque chez les Folston, nous observer de loin et attendre son moment. La police dit qu'il était probablement entré par la porte de derrière quand je montais les enfants pour qu'ils se changent de leur costume. Il avait été dans la maison pendant au moins 35 minutes. Ce qui m'a vraiment terrifié dans tout cela, c'est qu'ils l'ont trouvé dans la chambre des parents, recroquevillé dans le placard, accroupi derrière les vêtements suspendus comme s'il allait les observer à travers les fentes. Dieu sait ce qu'il aurait fait si M. Moore n'était pas arrivé au moment où il l'a fait. Ils ont aussi dit qu'il avait les poches remplies de sous-vêtements de Madame Falston. Apparemment, c'était une sorte de vagabond, sans adresse fixe, rôdant dans les quartiers à la recherche d'opportunités comme celle-ci. Personne ne savait vraiment quelles étaient ses intentions, mais il n'avait pas besoin de me le dire pour que je comprenne. Ce regard dans ses yeux lorsqu'ils l'ont sorti, ce n'était pas juste un voleur. Ce qu'il avait prévu devait être bien pire que cela. Les Folston étaient horrifiés, bien sûr, mais ils ont agi comme si cela n'avait été qu'un genre d'accident. « Tu as eu de la chance d'avoir appelé la police », a dit plus tard Madame Falston, minimisant l'affaire comme si elle n'avait fait qu'empêcher un cambriolage. Je ne crois pas que ce fût de la chance. Si M. Moore n'avait pas vu cet homme à la fenêtre, s'il n'avait pas agi rapidement, je ne sais pas si quelqu'un serait sorti de cette maison. J'ai arrêté de faire du babysitting après ça. Comment faire autrement ? Chaque craquement dans la nuit, chaque coup à la porte, me rappelait tout cela. Maintenant, je sors et je m'amuse comme une personne normale. Seule une personne folle se porterait volontaire pour garder des enfants à Halloween. Quelle meilleure façon de se mettre dans une situation pareille. J'ai toujours adoré Halloween. C'était la seule période de l'année où mes parents se laissaient vraiment aller et transformèrent la maison en un décor de film d'horreur. Chaque année, on choisissait un thème différent. Parfois des maisons hantées, d'autres fois des cimetières effrayants. On devenait fou. Des pierres tombales dans le jardin, des toiles d'araignées suspendues à chaque coin, une machine à brouillard qui couvrait la pelouse d'une brume inquiétante. Notre porche avant se transformait en scène de toutes sortes d'expositions effrayantes, grands cadavres, monstres animatroniques, tout ce qui correspondait au thème de l'année. Mais, sans aucun doute, le meilleur, c'était les costumes. Mes parents étaient de véritables experts dans l'art de créer des tenues. Il n'y avait pas une seule année où nous ne remportions pas le concours non officiel du quartier pour la famille la mieux déguisée. Halloween était pratiquement sacré dans notre maison. Cependant, l'Halloween de l'année où j'étais en 8e année a été un peu différent. Cette année-là, mes parents ont décidé de me donner un peu plus de liberté, car je grandissais. J'avais désormais le droit de choisir mon propre costume, quelque chose d'un peu plus audacieux que le traditionnel pirate ou super-héros que j'avais choisi auparavant. Cette fois, je me suis déguisé en zombie, avec le maquillage complet, des vêtements en lambeaux, tout le package. Mes amis et moi en avions parlé pendant des semaines, planifiant de semer un peu de chaos, de parcourir toutes les maisons de la rue et de voir qui pourrait récolter le plus de bonbons à la fin de la soirée. Ça allait être épique. La nuit a commencé comme prévu. Mes amis et moi, errant dans le quartier, riant, criant, nous défiant d'aller frapper à la maison la plus effrayante que nous pouvions trouver. Nous avons rempli nos sacs de bonbons et même réussi à faire quelques blagues inoffensives, rien de trop sérieux, juste de quoi faire monter l'adrénaline. Quand je suis finalement rentré chez moi, il était environ 10 heures du soir.
Mes jambes me faisaient mal d'avoir marché dans toutes ces rues. En franchissant la porte, j'ai eu une surprise. Mes parents m'avaient attendu éveillé, ce qui n'était pas si surprenant. Ils étaient très attachés au temps passé en famille, même pendant Halloween. Mais ce qui m'a surpris, c'était qu'ils avaient préparé le salon pour un marathon de films nocturnes. Et pas n'importe quel film, ils avaient choisi Amityville, la maison du diable. Cela faisait des années que je leur demandais de le voir, et ils me disaient toujours non, car il était trop terrifiant, que ça me donnerait des cauchemars. Maintenant, je suppose qu'ils pensaient que j'étais suffisamment grand. Je suppose qu'être en 8e année avait quelques avantages. « Qu'en dis-tu » me dit mon père, me souriant depuis le canapé. « Tu te sens toujours prêt ?»« Oui » répondis-je, essayant de paraître plus calme que je ne l'étais vraiment. Honnêtement, j'étais un peu nerveux. Je veux dire, oui, j'aimais les films d'horreur, mais Amityville, la maison du diable, était d'une toute autre catégorie. Cette scène d'ouverture où le père tue toute sa famille, j'avais entendu des gens en parler et rien que d'y penser, ça me donnait des frissons. Mais je n'étais pas prêt à me défiler maintenant. Je me suis affalé sur le canapé, toujours dans mon costume de zombie, avec ma tête d'oreiller pleine de bonbons à côté de moi. Les lumières étaient tamisées et le salon baignait dans la lueur vacillante de l'écran de télévision. Alors que le film commençait, mon père s'installa dans son fauteuil inclinable et ma mère, à ses côtés, avec une couverture sur les jambes. Pendant que le générique d'ouverture défilait, je mis un morceau de bonbon dans ma bouche, le cœur battant la chamade. Le film n'a pas mis longtemps à s'insinuer sous ma peau. Le rythme lent et délibéré, le craquement inquiétant de la maison dans le film et la façon dont ils ont dépeint la descente du père dans la folie, tout semblait trop réel. Quand est venue cette scène où il tue brutalement sa famille, je n'ai pas pu m'empêcher de frissonner. Je ne voulais pas l'admettre, mais j'étais terrifié. À un moment donné, au milieu du film, mon père commença à somnoler dans son fauteuil. Il murmura quelque chose à propos d'aller se coucher, puis se dirigea vers le couloir pour aller à la chambre, me laissant seul avec ma mère pour finir le film. Je le regardais partir, me sentant soudainement plus exposé qu'avant. C'était ridicule, je le savais bien. Ce n'était qu'un film. Mais il y avait quelque chose dans le fait de le regarder dans l'obscurité, pour la première fois, juste nous deux. Ça rendait la maison bien trop silencieuse. Nous continuâmes à regarder le film, mais mon esprit commençait déjà à vagabonder, le film s'effaçant en arrière-plan. Les ombres dehors semblaient plus sombres que d'habitude. Le vent se leva, faisant craquer la balançoire du porche. Je me tortillais sur mon siège, essayant de me débarrasser de cette sensation de malaise qui s'installait dans mon estomac. Et puis je vis quelque chose. Au début, je pensais que c'était un jeu de lumière, juste un reflet ou peut-être une décoration que mes parents avaient mise dehors, sur le porche. Mais plus je regardais, plus je me rendais compte que ce n'était pas ça. Il y avait bien une ombre là-bas, faible mais indubitable, debout devant la porte d'entrée. Mon souffle se coupa dans ma gorge alors que je me penchais en avant, plissant les yeux pour voir à travers la fenêtre. C'était la forme d'une personne. Pendant un instant, je pensais l'ignorer, me convaincre que ce n'était que mon imagination qui me jouait des tours après avoir regardé ce film d'horreur. La silhouette ne bougea pas. Elle resta là, immobile, juste à côté de la porte d'entrée, comme si elle attendait quelque chose. « Maman, maman » chuchotai-je, la voix tendue par la peur. « Il y a quelqu'un dehors. » Ma mère tourna la tête, fronçant les sourcils alors qu'elle suivait mon regard vers la fenêtre. Elle se leva lentement, son visage pâlissant en voyant la silhouette elle-même. « Éloigne-toi de la fenêtre, tout de suite » dit-elle d'une voix basse, à peine un murmure. Puis, sans dire un mot de plus, elle courut dans le couloir en appelant mon père. Je restai là, figé sur le canapé, le cœur battant à mes oreilles. Je ne pouvais pas détourner les yeux de la fenêtre. Cette silhouette était toujours là, à peine visible, mais suffisamment pour me faire frissonner. Pendant que je regardais, la silhouette bougea, faisant un pas vers la faible lumière du porche. Et c'est à ce moment-là que je réalisais, c'était une femme. Ce n'était pas une personne déguisée comme je l'avais pensé au début. Non, c'était une vieille dame, avec des cheveux gris, ébouriffés et sauvages. Son visage était émacié, avec des rides profondes. Elle portait une robe de nuit en lambeaux, et dans sa main, elle tenait un grand couteau de cuisine, la lame scintillant dans cette faible lumière. Mon estomac se tordit davantage en remarquant les taches sur ses vêtements. Avant que je puisse réagir, mon père revint en courant dans le salon, vêtu seulement d'un t-shirt et d'un caleçon, avec un fusil maintenant serré dans ses mains. Il s'approcha de la fenêtre, frappant le verre avec le canon de l'arme. « Dégage d'ici !»
gronda-t-il, sa voix ferme mais chargée de tension. La police est déjà en route. La femme ne bougea pas. Au lieu de cela, elle tourna lentement la tête, ses yeux croisant les miens. Pendant un instant, je fus convaincu qu'elle pouvait me voir à travers la fenêtre, comme si elle savait que je l'observais. C'est alors qu'elle commença à bouger, avec des mouvements brusques et erratiques, comme si elle n'avait pas un contrôle total de son corps. Elle leva le couteau et le frappa contre la porte d'entrée. Encore et encore, sa voix s'élevant en cris entrecoupés. « Il est mort, il est mort. Je ne sais pas qui l'a tué, mais il est mort. » Le bruit du couteau frappant la porte résonnait dans toute la maison, chaque coup envoyant une nouvelle vague de terreur à travers moi. Mon père frappa de nouveau sur la vitre, plus fort cette fois. « Je t'ai dit de partir d'ici !» cria-t-il encore, mais elle ne s'arrêta pas. Elle continua à poignarder la porte, ses mouvements devenant de plus en plus frénétiques et ses cris de plus en plus désespérés. « Il est mort! Il est mort! Je ne sais pas qui l'a tué !» cria-t-elle encore. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais même pas respirer. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis là, figé par la peur, regardant cette femme, cet inconnu, lacérer notre porte avec un couteau, sa voix vibrante d'une folie que je ne pouvais même pas commencer à comprendre. Et puis, aussi soudainement que cela avait commencé, tout s'arrêta. La femme poussa un dernier cri guttural avant de tourner les talons et de disparaître dans la nuit, se fondant dans les ombres aussi rapidement qu'elle était apparue. Pendant encore quelques minutes, aucun de nous ne bougea. Mon père resta à côté de la fenêtre, le fusil toujours en main, son torse se soulevant et s'abaissant avec des respirations profondes et contrôlées. Ma mère revint dans le salon, son visage toujours pâle, les yeux écarquillés de choc. Le seul son était le faible bourdonnement de la télévision où l'horreur d'Amityville continuait à se dérouler, les événements terrifiants à l'écran maintenant complètement éclipsés par ce qui venait de se passer en réalité. Mon père brisa enfin le silence. « Appelle la police », dit-il simplement. Les heures suivantes furent un flou. La police arriva rapidement, il faut le reconnaître, et prit les dépositions de mes parents pendant que je restais assis sur le canapé, encore vêtu de ce costume de zombie, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ils nous demandèrent si nous connaissions la femme, mais aucun de nous ne la connaissait. C'était une parfaite inconnue, quelqu'un que nous n'avions jamais vu auparavant, quelqu'un qui apparemment avait perdu la raison. Ils la retrouvèrent un peu plus tard, sur la propriété d'un voisin, balbutiant des incohérences à propos de la façon dont tout essayait de la tuer. Ils retrouvèrent aussi son mari chez elle, à peine en vie mais toujours respirant, son corps couvert de blessures au couteau. Ils l'emmenèrent à l'hôpital, mais nous ne sûmes jamais ce qui se passa ensuite. Bien sûr, il y eut des rumeurs dans le quartier, disant qu'elle avait perdu la tête, qu'elle était schizophrène et qu'elle n'avait pas pris ses médicaments depuis des semaines. D'autres voisins découvrirent également des animaux mutilés dans le quartier, principalement des animaux de compagnie locaux. Si c'était elle, elle était vraiment hors de contrôle. Sans aucun doute, cette nuit changea tout pour moi. Halloween ne fut plus jamais le même après ça. Bien sûr, nous continuâmes à décorer la maison et à distribuer des bonbons aux enfants du quartier, mais ce n'était plus pareil, du moins pas pour moi. Halloween avait toujours été ce moment amusant et léger où je pouvais être quelqu'un d'autre, où je pouvais me perdre dans l'excitation de faire semblant. Cette nuit-là, cependant, quelque chose se brisa en moi. La magie de tout cela disparut, remplacée par un nœud inconfortable dans mon estomac qui ne disparut jamais complètement. Pendant un moment, je ne voulais même pas en parler. Je continuais à me dire que ce n'était qu'un incident isolé, être au mauvais endroit au mauvais moment, ce genre de choses. Mais la nuit, quand la maison était calme et sombre, cette scène se rejouait dans ma tête, encore et encore. Le visage de cette femme, son regard sauvage et tourmenté, la façon dont elle serrait ce couteau comme si c'était la seule chose qui la rattachait à la réalité. Les sons de ses cris, comment ils traversaient les murs et résonnaient dans mes oreilles, bien après qu'elle eût disparu dans la nuit. Je crois que le pire de tout, c'était ce sentiment d'impuissance. J'étais assis à quelques mètres de la porte d'entrée, et je n'ai vraiment rien pu faire. Je n'ai pas pu l'arrêter. Je n'ai pas pu protéger ma famille. Tout ce que j'ai pu faire, c'était rester assis et regarder tout se dérouler, voir cette inconnue, une femme que je n'avais jamais vue auparavant, sombrer dans la folie juste là, sur notre porche. Je ne m'étais jamais senti aussi vulnérable de toute ma vie. Tout cela, tandis que j'entendais l'audio de l'horreur d'Amityville se superposer au chaos, ce qui rendait la situation encore pire.
Étonnamment, la police nous a donné des nouvelles quelques jours plus tard, juste pour nous informer de ce qu'ils avaient retrouvé. La femme vivait effectivement avec son mari dans notre rue, seulement quelques maisons plus loin. Ils avaient habité là pendant des années, bien que je ne me souvienne pas les avoir croisés. D'après certains des officiers, sa santé mentale s'était rapidement détériorée dans les semaines précédant cette nuit-là. Elle avait pris des médicaments pendant un certain temps, mais sa paranoïa avait finalement pris le dessus. Elle croyait en effet que tout le monde essayait de la tuer et pensait aussi que son mari voulait la tuer. Lorsqu'elle a finalement craqué, elle s'est retournée contre lui. Heureusement, il a survécu à l'attaque, mais de justesse. Quand la police l'a retrouvée, elle était complètement hors d'elle, balbutiant à propos de démons et de conspirations, complètement déconnectée de la réalité. Ils ne nous ont pas dit ce qu'elle est devenue par la suite, mais je suppose qu'ils l'ont envoyée dans une institution, un endroit où elle ne pourrait plus blesser personne, ni elle-même. Je dois admettre qu'il y a une part de moi qui ressentait de la pitié pour elle. Dans quel genre de cauchemar devait-elle vivre pour en arriver là? Mais l'autre part de moi ne pouvait pas se débarrasser de cette peur. Et si elle n'était pas partie? Et si elle avait réussi à briser la porte? Et si j'avais été là, de l'autre côté de la vitre, quand elle brandissait ce couteau? J'ai essayé d'enterrer ça, simplement de refouler le souvenir, d'oublier tout ça. Mais sans faute, chaque Halloween après cet événement, je me retrouvais à regarder par-dessus mon épaule, écoutant le grincement de la balançoire du porche, jetant un coup d'œil aux ombres juste à l'extérieur des fenêtres. Mes parents ont essayé de garder les choses normales, les décorations, les costumes, comme d'habitude, mais même eux étaient un peu plus prudents maintenant, un peu plus tendus. Mon père a installé de meilleures serrures aux portes et même ajouté un système de sécurité, gardant ce fusil encore plus près. Nous n'avons jamais vraiment parlé de ce qui s'est passé cette nuit-là. C'était comme un accord tacite. Nous savions tous ce qui s'était passé, mais aucun de nous ne voulait admettre à quel point nous avions frôlé quelque chose de bien pire. Aujourd'hui encore, je me demande combien de ce que nous voyons réellement dans les films d'horreur, comme l'horreur d'Amityville, avec des fantômes et des forces démoniaques, ne sont que des reflets des horreurs qui existent dans notre monde chaque jour. Celles que vous ne vous attendez vraiment pas à voir, celles qui frappent à votre porte lors d'une tranquille nuit d'Halloween et changent votre vie à jamais. En grandissant, les festivités ont toujours été quelque chose de très important pour ma famille. Il ne s'agissait pas des cadeaux ni de la nourriture. C'était avant tout la tradition elle-même, le fait de nous retrouver tous ensemble depuis des kilomètres de distance, et cette impression d'être partie prenante de quelque chose de bien plus grand que notre petite famille de 4. Ma mère et mon père installaient mon frère Karl et moi dans la voiture, et nous faisions une demi-heure de route jusqu'à la maison de mes grands-parents, dans un petit village tranquille. C'était la même routine chaque année, commençant avec Halloween. Il y avait quelque chose de spécial dans ce premier voyage de la saison, comme si cela déclenchait une chaîne ininterrompue de célébrations. Halloween, puis Thanksgiving, et enfin Noël. Le grand final, c'était toujours le Nouvel An, mais à ce moment-là, la magie s'était un peu estompée, et nous étions prêts pour une pause après le chaos. Ma grand-mère et mon grand-père habitaient dans une grande maison grinçante au bout de leur rue. Une vieille maison victorienne avec de la peinture écaillée et des buissons envahis qui, honnêtement, semblaient sortis d'une histoire de fantôme. Ma tante Juliette vivait à quelques maisons de là, dans une maison plus petite mais plus moderne, avec des jardinières toujours bien entretenues. C'est là que vivait ma cousine Évangeline, avec son petit frère Benicio. Chaque fois que nous rendions visite, ce n'était pas seulement une affaire de famille. Évangeline et moi, avec Karl et les enfants du quartier qui traînaient, nous nous embarquions dans toutes sortes de bêtises. Aller quémander des bonbons était évidemment un passage obligé, mais ce sont les moments entre deux, le temps avant et après, qui me sont vraiment restés gravés dans la mémoire après toutes ces années. Il y avait une petite couche de tension supplémentaire pendant ces visites, Renata. Elle vivait dans la maison entre celle de mes grands-parents et celle de ma tante Juliette, si l'on peut appeler ça une maison. C'était plus une cabane, une structure sombre et enfoncée qui semblait se décomposer sous nos yeux un peu plus chaque année. Personne ne savait vraiment grand-chose sur elle. Mes parents et grands-parents disaient toujours la même chose. Éloigne-toi de la maison de Renata, ne t'approche même pas de son jardin. Ce n'était pas difficile de suivre cette règle, car quelque chose en elle te faisait frissonner. On n'avait pas envie de s'en approcher. Renata était immense, mesurant plus d'1,80 m, avec un corps qui semblait fait pour déplacer des rochers.
Elle portait toujours les mêmes salopettes en denain et chemises en flanelle à chaque fois que nous la voyions, ses larges épaules tendant le tissu. Elle portait un collier d'os, sur lequel je n'ai jamais voulu trop poser le regard, pendant à son cou épais, et elle marchait avec de lourdes bottes de travail, toujours en train de s'occuper de quelques tâches sinistres. Son jardin était entouré d'une vieille clôture en fil de fer rouillé, et dans cette clôture errait un désordre chaotique de chats et de chiens, des animaux qui semblaient aussi sauvages que la propriété qu'ils gardaient. Nous entendions Renata leur crier dessus, sa voix résonnant littéralement dans la rue alors qu'elle s'occupait de son jardin ou frottait l'extérieur de sa maison avec du savon et une éponge géante, une activité qui me semblait déjà assez étrange à l'époque. Cette année-là, Halloween fut plus froid que d'habitude. Le ciel était d'un violet profond lorsque nous avons mis nos costumes, et le froid dans l'air rendait tout un peu plus vif, un peu plus vivant. Évangéline, Karl et moi avions rencontré quelques enfants du quartier, Marcos et Catalina, si je me souviens bien, et nous sommes partis dans la nuit pour ramasser autant de bonbons que nous pouvions emporter. C'était la routine habituelle, frapper aux portes, crier « des bonbons ou un sort », récupérer quelques friandises et courir vers la maison suivante. Vous connaissez le processus. Lorsque nous avions parcouru la majeure partie du quartier, nous avions des têtes d'oreiller remplies de bonbons. On se sentait particulièrement courageux, presque invincible, comme les enfants peuvent se sentir lorsqu'ils sont remplis de sucre et d'excitation. C'est alors que Marcos a eu une idée. Et si on allait chez Renata ? Ses yeux brillaient d'un mélange dangereux de malice et de pression de groupe. Nous nous sommes tous arrêtés net, regardant la silhouette sombre et délabrée de sa maison, à quelques mètres de là. Ses fenêtres étaient sombres, son jardin silencieux. C'était la seule maison de la rue sans aucune décoration, ni citrouille, ni fausse toile d'araignée. Juste l'ombre imposante de la cabane et le désordre enchevêtré de son jardin envahi. Évangéline a été la première à parler. « Non, jamais de la vie, ma mère me tuerait. »« Allez » insista Marcos, baissant la voix comme s'il partageait le meilleur secret du monde. « C'est Halloween, que pourrait-elle faire ? Elle va probablement juste nous faire peur ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas le but. » Karl, qui était toujours le plus prudent des deux, secoua immédiatement la tête. On n'est pas censé s'approcher de sa maison. Papa a dit, moi, en revanche, je ressentais la même adrénaline que Marcos. C'était notre chance, non ? Une occasion de nous prouver à nous-mêmes que nous n'avions pas peur. Toutes ces histoires n'étaient que ça, des histoires. Frappons juste à la porte, dis-je, sentant les mots sortir avant même de pouvoir les arrêter. Que pourrait-il se passer de pire, les gars ? Et c'est exactement ce que nous avons fait. Tous les 5, nous nous sommes approchés discrètement du porche de Renata, nos pas résonnant presque comiquement fort sur le chemin de pierre fissuré qui menait directement à sa porte. De près, sa maison paraissait encore pire. Le bois était gonflé et écaillé, le toit affaissé au milieu. Il n'y avait pas de sonnette, juste une porte solide et usée par le temps qui semblait ne pas avoir été ouverte depuis des années. Marcos fut le premier à frapper, un coup rapide et sec qui résonna bien plus fort qu'il n'aurait dû dans le calme de la nuit. Il ne se passa rien. Nous avons attendu, bougeant nerveusement et nous regardant les uns les autres. Marcos frappa de nouveau, plus fort cette fois. Toujours rien. Pendant un instant, j'ai pensé que nous étions sauvés, qu'elle n'était peut-être même pas chez elle. Nous pourrions rire de ça, retourner chez tante Juliette et boire un chocolat chaud. Mais c'est alors que nous l'avons entendu. Un léger bruit de glissement provenant de quelque part au fond de la maison. C'était le son de quelque chose traîné sur le sol, suivi d'une série de coups sourds, comme si on renversait des meubles. Nous nous sommes tous figés. Le grattement se fit plus fort, plus frénétique maintenant. Puis, il y eut un grand fracas, suivi d'un long gémissement sourd qui me noua l'estomac presque immédiatement. « C'est quoi ce ?» chuchota Évangéline, sa voix tremblante. Avant que quiconque puisse réagir, la porte s'ouvrit avec un grincement, d'abord juste une fissure, puis davantage, jusqu'à ce qu'une lumière faible et vacillante se répande sur le porche devant nous. Elle provenait de quelque part au fond de la maison, bien au-delà de la porte, projetant une ombre longue et déformée sur le sol. Au début, je ne pouvais pas voir grand-chose, juste un aperçu de quelque chose qui bougeait dans l'obscurité. Puis, lentement, elle apparut dans l'embrasure de la porte. Au début, je pensais que c'était un masque grotesque et réaliste avec des yeux creux et une peau pendante, un enchevêtrement de cheveux. Mais ensuite, j'ai vu la main, les doigts noueux et usés, agrippant les cheveux par le cuir chevelu et le tenant comme un genre de trophée. C'était une tête humaine, avec la bouche entr'ouverte, les yeux éteints et sans vie. Je ne pouvais pas respirer. Renata apparut,
sa grande silhouette remplissant l'embrasure de la porte, et elle commença à secouer la tête de gauche à droite comme si c'était une sorte de marionnette. Sa voix était aiguë et chantante, et emplit l'air tandis qu'elle faisait parler la tête. « Oh, mes chers enfants !» cria-t-elle, faisant bouger la tête de haut en bas. « Vous avez commis une erreur, une terrible, terrible erreur. » Mes jambes se figèrent, ancrées au sol, tandis que sa voix changeait, devenant plus sombre, plus dure. « Je ne peux pas attendre que vous passiez tous la nuit en enfer. » Et c'était tout. Quelque chose se brisa en moi, et avant de m'en rendre compte, j'étais déjà en train de courir, courant dans la rue avec les autres juste derrière moi. Je pouvais entendre Évangeline crier, Karl sangloter, mais je ne m'arrêtais pas. Je ne regardais pas en arrière. Nous ne nous arrêtâmes que lorsque nous fûmes à l'intérieur de la maison de mes grands-parents, hors d'haleine et tremblants, essayant d'expliquer aux adultes ce qui venait de se passer. Bien sûr, ils ne nous crurent pas. « Ce n'est qu'une vieille dame », dit ma grand-mère d'une voix apaisante en distribuant des tasses de chocolat chaud. Elle voulait juste vous faire peur, c'est tout. La façon dont le sang coulait de la tête, l'odeur de pourri, ça ne pouvait pas être une simple décoration d'Halloween, n'est-ce pas? Ça semblait trop réel. Nous ne nous approchâmes plus jamais de la maison de Renata après ça. Le reste des festivités se déroula dans une étrange brume de tension. Mais quelques mois plus tard, juste après Thanksgiving, ma tante Juliette eut une rencontre qui prouva que nous n'avions pas tout imaginé. Elle déchargeait ses courses de la voiture, avec le bébé Benicio dans un bras, lorsqu'elle sentit quelqu'un s'approcher derrière elle. Elle pensa d'abord que c'était mon grand-père, mais ensuite elle sentit quelque chose de froid et déguisé appuyé contre son cou. La tante Juliette se figea, son cœur battant fort dans sa poitrine en comprenant ce qui se passait. Quelque chose bougeait de gauche à droite sur son cou, quelque chose de tranchant. Elle pouvait sentir les dents dentelées mordant sa peau, le métal froid tranchant sa chair. C'était une scie à os. Dans une panique aveugle, elle serra Benicio contre elle et donna un coup de pied aussi fort qu'elle le put. La lame se coinça un instant et elle saisit l'opportunité pour se projeter en avant, se libérant de cette étreinte improvisée. Elle lâcha les sacs de course, faisant tomber des boîtes et des conserves dans l'allée, puis elle se retourna pour voir qui l'attaquait. C'était Renata. Renata était là, haletante, la scie à os toujours serrée dans ses énormes mains. Ses yeux étaient écarquillés et exorbités, son visage complètement tordu. Sans un mot, elle leva de nouveau la scie et tenta de se jeter sur ma tante Juliette une fois de plus. C'est alors que ma tante Juliette fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle courut. Tenant toujours Benicio dans ses bras, elle descendit la rue en courant, criant à l'aide, sa gorge brûlant à cause de l'effort. Derrière elle, elle pouvait entendre les lourdes bottes de Renata martelant le trottoir, la poursuivant, la rattrapant. Par miracle, ma tante Juliette arriva chez mes grands-parents. Elle n'eut à peine le temps de frapper à la porte que mon grand-père l'ouvrit, avec la terreur gravée sur son visage. Il jeta un coup d'œil à Juliette, puis vit le sang couler de son cou et la panique dans ses yeux, et sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Sans un mot, il attrapa le tisonnier près de la cheminée et sortit, prêt à défendre sa famille. Renata était à seulement quelques mètres, brandissant encore cette même scie. Mon grand-père n'hésita pas. Il balança le tisonnier de toutes ses forces, atteignant l'épaule de Renata dans un craquement écœurant. Elle recula, hésitante pour la première fois. Mon grand-père le balança de nouveau, cette fois visant la tête, et ce second coup la fit tomber au sol, la scie osseuse glissant de ses mains et résonnant sur le pavé. La police arriva peu de temps après, et tante Juliette fut emmenée à l'hôpital où on lui fit plusieurs points pour la coupure au cou. Elle eut de la chance. Quelques secondes de plus, ou peut-être une minute, et Renata aurait facilement pu terminer son œuvre. Le véritable cauchemar commença lorsque la police fouilla la maison de Renata. Ils trouvèrent le corps démembré d'un homme dans son sous-sol, ses membres soigneusement coupés et empilés en un tas ordonné. Sa tête manquait. Ils la retrouvèrent aussi, posée sur une table dans un coin de la pièce. C'était la même tête qu'elle nous avait montrée pour Halloween. Elle était réelle. Elle l'avait toujours été. La police trouva bien plus que ce simple corps. Ils découvrirent une section entière du sous-sol que Renata avait creusé elle-même, un puits profond et étouffant menant à ce qui ne pouvait être décrit que comme une crypte. Il y avait des symboles gravés dans les murs, des dessins grossiers de visages et ce qui semblait être des offrandes, des os, quelques babioles, même des photographies. Les personnes sur les photos n'ont jamais été identifiées, du moins pas à ma connaissance, pas plus que l'homme dont le corps fut retrouvé dans le sous-sol. Renata fut arrêtée, bien sûr, mais elle ne fut pas envoyée en prison.
Après un procès très bref, elle fut déclarée folle et mentalement incapable, puis internée dans une institution psychiatrique. D'après ce que j'ai compris, elle n'a pas prononcé un seul mot pendant le procès, pas un seul, même quand on lui montra des photos de l'homme qu'elle avait tué. La seule fois où elle réagit, c'est lorsqu'on lui posa des questions sur le sous-sol, sur cette crypte qu'elle avait construite. Et même alors, elle ne parla pas. Elle se contenta de sourire et de hocher la tête. Je crois qu'elle est toujours dans cette institution, ou du moins c'est ce qu'on m'a dit. Aujourd'hui encore, je me surprends à penser à elle, à me demander ce qui lui passe par la tête. Se souvient-elle de nous, les enfants qui ont frappé à sa porte cette nuit d'Halloween? Se souvient-elle de la tête, de la façon dont elle lui faisait parler? Ou est-elle enfermée dans son propre monde, perdue dans la folie qui l'a poussée à tuer? Nous ne visitons plus beaucoup le village de mes grands-parents après ce qui s'est passé. Tante Juliette a même vendu sa maison et déménagé dans un autre état, emportant Évangéline et Bénicio avec elle. Mes grands-parents sont décédés quelques années après, et leur vieille maison victorienne a été vendue à des étrangers qui, sans doute, ne connaissent même pas l'histoire du lieu, ni les atrocités qui ont eu lieu à quelques portes de là. Cela s'est passé en 2016, quand j'avais 15 ans. Ce serait ma dernière année à demander des bonbons pour Halloween, alors je voulais que ce soit une grande occasion. Ma mère est assez décontractée, alors cela est devenu un événement de plusieurs jours pour moi. La veille d'Halloween, je ferais une soirée pyjama avec mes amis Daniel et Samuel, nous sécherions l'école le lendemain, jour d'Halloween, pour aller demander des bonbons avec Daniel et Samuel, et ensuite j'aurais une soirée pyjama uniquement avec ma petite amie Ariana et moi. Cette histoire couvre les 2 nuits, alors je vais essayer de l'expliquer du mieux possible. Mon sous-sol venait d'être rénové en salle de séjour, alors évidemment mes amis et moi voulions y passer la nuit. Le sous-sol avait un long couloir qui menait à la salle de séjour, mais l'interrupteur du couloir ne fonctionnait pas, ce qui lui donnait une ambiance plutôt effrayante. Mais pour cette nuit, c'était quelque chose de positif. Ma mère nous a fait des biscuits, et ensuite nous sommes descendus dans la salle de séjour. Il était environ 11 heures du soir, et nous venions de terminer de regarder le film original Scream. Notre deuxième film de la soirée serait Paranormal Activity, que aucun de nous n'avait encore vu, et c'est pour cela que je l'avais choisi. Je me souviens d'avoir mis le film en pause, à peine 30 secondes après le début, car la lumière à détecteur de mouvement dans le jardin arrière s'était allumée. Elle a illuminé toute la pièce, ruinant l'ambiance effrayante que nous avions créée. Alors j'ai attendu que la minuterie de 30 secondes éteigne la lumière, puis j'ai repris le film. Après une autre trentaine de secondes, la lumière s'est éteinte pour la deuxième fois, et j'ai commencé à m'agacer. Daniel m'a demandé ce qui faisait s'allumer la lumière, et je lui ai dit que je n'en avais aucune idée. 30 secondes plus tard, la lumière s'est éteinte de nouveau, alors j'ai relancé le film. C'est alors que j'ai voulu savoir ce qui se passait, alors j'ai demandé à Daniel et Samuel de monter avec moi pour voir ce que c'était. Ils ont accepté, et nous avons monté les escaliers pour regarder par la porte arrière. À notre arrivée, la lumière du jardin était déjà éteinte, alors il était difficile de voir quoi que ce soit. Nous sommes restés là pendant 5 minutes, attendant que quelque chose se produise, mais rien ne s'est passé. Nous sommes retournés dans la salle et avons décidé d'éteindre le film pour la nuit et de simplement rester avec nos téléphones et discuter. Nous n'étions pas vraiment intéressés par le film de toute façon. Environ 2 heures plus tard, tout le monde dormait sauf moi. Je regardais simplement mon téléphone lorsque la lueur familière de la lumière à détecteur de mouvement est revenue par la fenêtre pour la 4e fois. Cependant, j'étais épuisé. Alors j'ai supposé que c'était simplement un autre groupe d'enfants essayant de nous faire une blague ou quelque chose comme ça, mais plus j'y pensais, moins cela avait de sens. J'ai décidé de vérifier à nouveau le jardin et, comme je m'y attendais, il n'y avait personne dehors. J'ai abandonné, je suis retourné dans la salle et me suis endormi. La nuit suivante est arrivée en un clin d'œil. La prochaine chose que je savais, c'est que j'avais un sac plein de bonbons. Je me sentais un peu triste d'une certaine manière, comme si mon enfance touchait à sa fin. Cependant, je me suis dit que je devrais essayer de profiter de la nuit et de ne pas devenir nostalgique. À ce moment-là, j'avais encore des pensées persistantes concernant la nuit précédente, et je me demandais si je devrais en parler à Ariana ou non. Elle s'effrayait facilement, et je ne voulais pas gâcher la soirée avec elle en racontant cette histoire. Nous étions dans l'une de nos dernières maisons du parcours quand Ariana a poussé un cri de douleur. On lui a demandé ce qui s'était passé, et elle nous a dit qu'on lui avait lancé une pierre.
Je me suis retourné et j'ai vu un type avec un masque de clown debout à environ 4 mètres derrière nous. Cela s'est produit en pleine période de l'épidémie de clown. Je lui ai dit de s'en aller, mais il est resté là. Je l'ai observé un peu plus et j'ai réalisé que ce type semblait être un adulte. Il portait seulement un masque de clown, le reste de son déguisement n'était que des vêtements normaux. Nous avons continué à marcher, mais tout ce qu'il a fait, c'est rester là. C'est à ce moment-là que nous avons décidé d'arrêter la nuit et de sauter les dernières maisons à cause de l'angoisse. Nous sommes retournés chez moi pour que mes amis puissent être récupérés. Et soudain, il ne restait plus que ma copine et moi à regarder les bonbons sur le sol du salon. Elle m'a demandé de mettre un film, alors j'ai décidé de remettre Paranormal Activity pour la terminer. Je me souviens parfaitement de la scène du film. C'était quand Maïka marchait pour chercher sa copine, puis soudain, l'écran est devenu noir, et les faibles lumières du salon se sont éteintes. Ma copine et moi nous sommes regardés, et j'ai réalisé qu'il y avait eu une coupure de courant. Cela m'a immédiatement rendu paranoïaque. Nous n'avions jamais eu de coupure dans cette maison, sauf en cas d'orage. J'ai vérifié mon application météo, et elle disait que les conditions étaient normales cette nuit-là. Pas même une goutte de pluie. Je lui ai dit de rester dans le salon, mais elle se sentait effrayée là-bas, alors elle a décidé de monter avec moi pour voir ce qui se passait. Le générateur de la maison était dans le jardin, et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti cette terrible sensation dans l'estomac, les souvenirs de la nuit précédente revenant dans ma tête. Cette fois, Daniel et Samuel n'étaient pas là avec moi, et Ariana n'était pas très forte. Les pires pensées me sont venues en tête alors que j'ouvrais la porte coulissante menant au jardin. Tout ce que j'entendais, c'était les grillons qui stridulaient. J'ai supposé que je m'inquiétais peut-être trop. Ariana et moi sommes passés devant la lumière avec détecteur de mouvement, mais elle ne s'est pas allumée. Nous étions à environ 2 mètres du générateur quand j'ai cru entendre le craquement d'une branche. Ariana et moi avons regardé vers la forêt de l'autre côté du jardin, avec pour seul bruit les grillons, mais on sentait que quelqu'un nous observait. J'avais presque envie de vomir. Nous avons décidé qu'il valait mieux rester dans la maison sans lumière que de rester là dehors. Ariana a commencé à rentrer, et c'est alors que je l'ai vu, le même type avec le masque de clown, debout à côté de mon abri de jardin. Nous nous sommes regardés un moment, comme s'il essayait de nous effrayer, puis soudain, il a bondi en avant et a commencé à courir vers nous. J'ai couru vers la porte arrière et l'ai claqué derrière Ariana. Nous avons couru en bas dans le salon et nous nous sommes cachés derrière le comptoir dans le coin de la pièce. C'est alors que j'ai réalisé que je n'avais pas verrouillé la porte arrière, et nous avons entendu un coup venant d'en haut. Maintenant, tout était silencieux dans la salle. Ariana a commencé à envoyer un message au 911 parce qu'elle était trop effrayée pour parler. Elle a expliqué qu'il y avait un homme dans la maison. Les minutes semblaient des heures, mais probablement seules 10 minutes s'étaient écoulées. Et puis, le son que je craignais d'entendre est arrivé, la porte du sous-sol s'ouvrant. J'ai entendu des pas descendre les escaliers et parcourir le couloir. Ma copine respirait trop fort, j'ai dû lui couvrir la bouche. J'ai entendu les pas se rapprocher de notre direction et s'arrêter. J'ai commencé à penser que ma seule option pourrait être de me battre s'il nous découvrait. J'ai saisi une bouteille de bière derrière le bar et me suis préparé mentalement à me défendre si nécessaire. La pièce est restée silencieuse pendant un bon moment, puis nous avons entendu les sirènes de l'extérieur. J'ai réalisé que c'était le moment parfait pour attaquer. En une fraction de seconde, je me suis levé, j'ai couru vers lui et lui ai lancé la bouteille à la tête. Mais j'ai trébuché et suis tombé après le coup. J'ai regardé vers le haut et vu l'homme avec le masque de clown. Je pense que le masque a bloqué un peu mon cou parce qu'il a à peine réagi. J'ai réalisé que c'était une idée stupide, car il semblait qu'il allait de toute façon monter les escaliers après avoir entendu les sirènes. Il m'a regardé alors que j'étais au sol, prêt à crier à Ariana de courir pendant que j'essayais de me relever. Mes jambes étaient engourdies et je me suis rendu compte que ma vie pourrait bien se terminer à cet instant. Mais les sirènes se faisaient entendre dehors. L'homme m'a observé encore un moment avant de courir en haut des escaliers. Nous avons ensuite entendu la porte arrière s'ouvrir et se refermer brusquement. Je suis monté pour laisser entrer la police et leur ai dit qu'il était sorti par l'arrière. Et bien sûr, vous vous demandez sûrement, la réponse est non. La police n'a jamais attrapé ce type, du moins à ma connaissance. Je ne peux plus descendre seul dans cette pièce sans ressentir de l'angoisse, même encore aujourd'hui. Après ça, nous allions chez Ariana pour passer du temps. Il ne me reste plus qu'à regarder en arrière et à être reconnaissant d'être encore en vie. Je n'oublierai jamais cette sensation de lever les yeux et de voir ce masque de clown me fixer pendant que je me tordais sur le sol.
C'était le week-end d'Halloween, un samedi cette année-là. Ma mère prend toujours les décorations et la distribution de bonbons très au sérieux. C'est presque comme si elle devait rivaliser avec les voisins pour avoir la maison la plus populaire pour les enfants. Nous vivons à un coin dans un quartier résidentiel normal, donc lorsque nous décorons également le côté de la maison. Puisque Halloween tombait un samedi cette année, les enfants ont commencé à demander des bonbons plus tôt. Cependant, il faisait gris et froid et une pluie était annoncée. Ma mère, apparemment, ne comprenait pas que cela pouvait être un facteur pour lequel il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Au lieu de cela, après que quelques enfants aient apparemment sauté notre maison, elle a supposé que c'était parce qu'il n'y avait pas assez de décoration pour attirer ceux qui faisaient du porte-à-porte. Elle m'a demandé de monter au grenier pour chercher les derniers bacs de décoration. J'ai insisté sur le fait que ce n'était pas nécessaire, mais elle a insisté et m'a forcé à y aller. Je suis monté au grenier, qui est juste au-dessus de ma chambre. La trappe d'accès est dans le couloir à l'étage. J'ai abaissé la trappe et grimpé à l'échelle. Nous avions les bacs de décoration organisés d'une manière spécifique, alors je suis allé là où se trouvaient ceux pour Halloween. Il n'en restait que 2 là-haut. J'ai ouvert un des bacs pour voir ce qu'il contenait et j'ai pensé que c'était suffisant. J'ai commencé à tirer le bac vers la porte du grenier. Ensuite, je l'ai soigneusement fait glisser le long de l'échelle. Juste au moment où j'étais sur le point de descendre, j'ai cru entendre quelque chose de l'autre côté du grenier, comme si une planche de bois craquait sous le poids ou la pression de quelque chose. J'ai regardé vers la rangée de bacs dans le coin le plus éloigné, mais c'était un grenier, donc le son du bois qui craque ou se casse n'était pas si rare. Je suis descendu et j'ai apporté les décorations au rez-de-chaussée. À partir de là, ma mère et moi avons ajouté plus de décorations dans le jardin de devant. Le vent soufflait fort et il semblait qu'il allait pleuvoir d'un moment à l'autre. Il n'y avait vraiment pas beaucoup d'enfants et ma mère était déçue parce qu'elle s'était donné beaucoup de mal avec les bonbons. Elle fait toujours partie de ces personnes qui préparent de nombreux petits sacs cadeaux faits maison avec différents types de bonbons à l'intérieur. Je voyais combien elle était déçue de ne pas pouvoir les distribuer. La journée a continué et j'étais dans ma chambre à jouer aux jeux vidéo sur mon ordinateur portable, tandis que ma mère était en bas dans le salon et la cuisine distribuant des bonbons aux quelques enfants qui venaient. Puis, il s'est mis à pleuvoir, ce qui a pratiquement gâché le reste de la journée pour le porte-à-porte. J'étais en train de jouer dans ma chambre lorsque j'ai entendu un craquement au-dessus, dans le grenier à nouveau. Ce n'était pas vraiment inhabituel, mais j'ai pris note que c'était la 2e fois que j'entendais quelque chose là-haut. Le reste de la journée a été pluvieux, et cette nuit-là s'est transformée en tempête, parfaite pour la nuit d'Halloween. J'étais un grand passionné de jeux vidéo dans mon adolescence, et au lieu de sortir avec des amis un samedi soir, je restais souvent à jouer. Malheureusement, cette nuit-là n'a pas fait exception. Je suis resté éveillé très tard, bien après que mes parents soient déjà endormis. Il pleuvait toujours dehors quand j'ai encore entendu quelque chose. Cette fois, ça ressemblait à des pas. Je me suis demandé si ma mère était dans le grenier pour ranger des choses, mais il était tard dans la nuit. Je suis resté à écouter un moment, le bruit s'est arrêté. J'ai mis mon jeu en pause et je suis sorti dans le couloir après quelques minutes et j'ai vu que la porte du grenier était ouverte. Maintenant, j'entendais des bruits venant de la cuisine, le son de choses bougeant dans le réfrigérateur. Mon cœur a commencé à battre rapidement. J'ai marché sur la pointe des pieds dans le couloir jusqu'à la chambre de mes parents et j'ai ouvert la porte en silence. Quand j'ai vu mes parents profondément endormis dans le lit, j'ai senti mon estomac se nouer et je suis devenu nerveux. J'ai refermé la porte en silence et j'ai réveillé mon père en le secouant doucement. Il s'est réveillé facilement et je lui ai chuchoté « Il y a quelqu'un dans la maison ». Il s'est immédiatement assis et a dit « Quoi ?» Je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un dans la cuisine en ce moment, dans le réfrigérateur, et que je pensais qu'il se cachait dans le grenier. Mon père n'est pas un homme grand, ni quelqu'un de confrontationnel. Il garde une matraque de police sous son lit pour les cas d'urgence, mais je ne pense pas qu'il ait jamais pensé qu'il aurait à l'utiliser. Mon père m'a dit de rester silencieux. Il est allé regarder dans le couloir en silence, et quand il est revenu, il a chuchoté qu'il avait vu quelqu'un monter dans le grenier. Il a verrouillé la porte de la chambre et a appelé le 911. À ce moment-là, ma mère était déjà réveillée aussi, mais nous sommes tous restés silencieux et nous n'avons pas paniqué. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre l'arrivée de la police. Mon père est descendu pour ouvrir la porte d'entrée. La porte du grenier était déjà fermée. La police a dû entrer et ils ont trouvé un homme avec l'air d'un sans-abri caché dans un coin, derrière ce mur de bacs de rangement. Les sons que j'avais entendus étaient effectivement ceux d'une personne tout ce temps. L'homme, bien que sale et un peu effrayant,
a apparemment été très direct et honnête en disant qu'il était simplement entré quand il avait vu que la porte d'entrée était ouverte la veille et qu'il n'avait nulle part où dormir. Il avait pris une de nos couvertures pour le grenier, et il y avait aussi un pot de beurre de cacahuètes là-haut qu'il mangeait. Tout cela reste très perturbant, et je me demande comment les choses auraient tourné si mon père ou moi avions confronté l'homme au lieu de laisser la police s'en charger. Mes parents n'ont pas porté plainte. Quand j'avais 18 ans, j'ai organisé une fête d'Halloween chez mes parents. C'était une soirée privée sur invitation seulement, ce qui signifiait que j'avais dit aux gens de ne pas amener d'inconnus. C'était une règle donnée par mes parents. Ils n'étaient pas là ce week-end, et c'est pourquoi j'ai pu organiser la fête. Une autre règle était que la maison devait être encore plus propre qu'avant la fête. J'ai invité environ 50 personnes et probablement 40 sont venues. La fête a commencé vers 6 heures du soir, juste au moment où la nuit tombait. Elle se déroulait en partie dans le jardin et en partie au rez-de-chaussée. Mes parents m'avaient laissé de l'argent pour des boissons et de la nourriture que les invités pouvaient prendre dans la cuisine. J'avais dit à mes parents que ce serait une fête sans alcool, mais je crois qu'ils savaient que c'était un mensonge. Un de mes amis, qui est un peu plus âgé que moi, a amené son équipement de DJ et la fête battait son plein quand la nuit est tombée. Tout le monde semblait respecter la règle de ne pas amener d'inconnus, car je reconnaissais tous les invités. Presque tout le monde est venu me saluer après être entré. Je n'ai pas beaucoup bu parce que c'était ma fête et que je voulais être un peu responsable, mais les autres devenaient de plus en plus ivres au fil de la soirée. À un moment donné, un de mes amis est sorti de la maison après avoir pris de la nourriture et m'a demandé qui était le gars en costume de squelette qui se trouvait dans la maison. Je ne me souvenais pas d'avoir vu quelqu'un avec un costume de squelette intégral, alors je suis entré dans la maison, où quelques personnes traînèrent dans la cuisine. J'ai demandé s'ils avaient vu quelqu'un en costume de squelette et quelqu'un a dit oui, qu'il semblait fouiner dans la maison. Cela m'a inquiété en entendant ça, et j'ai demandé si quelqu'un l'avait invité ou savait qui il était. Personne dans la maison ne le connaissait. J'ai fouillé la maison et je l'ai finalement trouvé. Il descendait les escaliers. Je lui ai demandé « Qui es-tu » et il a répondu « Mike, j'étais aux toilettes en haut ». Il avait une voix très profonde, il paraissait plus âgé. Sa constitution était aussi un peu plus grande, pas musclée, mais de stature plus robuste. Je lui ai demandé « Qui t'a invité ?» et il a dit « Tim ». Je ne connaissais aucun Tim, alors je lui ai demandé « Qui est Tim ?» Puis je lui ai simplement demandé d'enlever son masque, mais il ne m'a pas écouté ni répondu. Il s'est simplement dirigé vers la porte d'entrée et est parti. Je suis monté rapidement pour vérifier si une des chambres avait été fouillée ou si quelque chose avait été volé. Toutes les portes en haut, sauf celle de la salle de bain, étaient fermées, et après un rapide coup d'œil, il semblait que rien n'avait été volé. Alors je suis allé fermer la porte d'entrée à clé et j'ai raconté à plusieurs de mes amis combien tout cela était étrange. Je suis sorti pour demander à quelques amis s'ils savaient qui avait invité le type en costume de squelette, mais personne ne le connaissait. Finalement, j'ai laissé tomber le sujet. La fête a commencé à se terminer vers minuit, la plupart des gens commençaient à partir. Quelques amis proches sont restés un peu plus longtemps pour m'aider à nettoyer. Après tout, c'était une fête réussie. Quand tout le monde est parti, j'ai commencé à me préparer pour dormir. Un de mes amis, Vinny, est resté dormir sur le canapé en bas. Après m'être brossé les dents et changé de vêtements, j'ai décidé d'aller passer un moment avec Vinny dans le salon. Nous avons pris quelques boissons et simplement regardé des vidéos amusantes sur YouTube à la télé. Ma petite sœur, qui avait 14 ans, dormait déjà à ce moment-là. Elle n'était pas sortie dans le jardin pour la fête parce qu'elle était trop jeune. Nous étions silencieux pour ne pas la réveiller, mais lorsque Vinny et moi avons entendu des bruits venant de l'étage, nous avons pensé que nous l'avions réveillée. J'attendais que les sons, qui ressemblaient à des pas, se dirigent vers la salle de bain, ou quelque chose du genre, mais j'ai été un peu confus lorsque je n'ai jamais entendu la porte de sa chambre s'ouvrir. J'ai décidé de monter pour voir comment elle allait. J'ai frappé à sa porte, mais elle n'a pas répondu. Je l'ai entr'ouverte et j'ai vu qu'elle dormait. Alors, quels étaient ces bruits que j'entendais ? Je suis allé dans la chambre de mes parents et j'ai remarqué que la porte n'était pas verrouillée par le clic du verrou. J'ai pu la pousser sans tourner la poignée, ce qui était étrange parce que je m'étais assuré que la porte était bien fermée avant la fête. J'ai regardé dans la pièce sans allumer les lumières, et en ressortant, j'ai vu par l'entrebâillement de la porte ce type avec le costume de squelette. Je ne me suis pas trompé.
Je savais ce que je voyais. Je suis impressionné de ne pas avoir crié ou pris la fuite. J'ai fait comme si je ne l'avais pas vu et j'ai fermé la porte. Puis je suis descendu en courant et j'ai dit à Vinny que le type de tout à l'heure était toujours dans la maison. Je lui ai demandé d'appeler le 911 et de leur dire qu'il y avait un intrus dans la maison, tandis que je montais en silence dans la chambre de ma sœur. Je suis entré et l'ai secouée pour la réveiller. Je lui ai expliqué ce qui se passait et m'assuré qu'elle reste silencieuse en me suivant dans les escaliers. Elle a bien fait de ne pas paniquer. Quand nous sommes descendus, nous avons retrouvé Vinny dans la cuisine, près de la porte arrière où nous sommes sortis dans le jardin. Ensuite, nous avons contourné la maison jusqu'à l'avant et sommes allés chez notre voisin, en sonnant au moins 3 fois à sa porte. Notre voisin nous a permis d'attendre avec lui jusqu'à l'arrivée de la police. Mais à un moment avant que la police arrive, ce type s'est échappé par la fenêtre de la chambre de mes parents. Je le sais parce que la fenêtre était maintenant ouverte. La porte du placard était également ouverte, là où mon père garde son coffre-fort. C'était comme si c'était quelqu'un qui savait que le coffre-fort était là et essayait de l'ouvrir ou simplement de l'emporter. Il était évident comment l'homme était entré. Il s'était simplement glissé de nouveau dans la fête. Ça pouvait être n'importe qui. Nous n'avons jamais découvert qui c'était, mais c'était quelqu'un qui savait que je faisais une fête, quelqu'un de plus âgé et quelqu'un qui savait où était le coffre-fort de mes parents. Ma sœur a fini par raconter ça à nos parents, et évidemment, ce fut la dernière fête qu'ils m'ont permis de faire chez eux.